Au sommaire de ce journal, le lancement de la journée mondiale et du mois de lutte contre le VIH-Sida. Nous parlerons aussi de la mise en place d'un nouveau bureau des travailleurs du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Il sera également question du Maroc, de la fermeture des frontières, un coup fatal pour le tourisme. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal Joliba Evening News sur Joliba TV News. La Maison des aînés de Bamako a accueilli ce jeudi 2 décembre le lancement de la journée mondiale et du mois de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le point du VIH-Sida dans notre pays et des messages de sensibilisation afin de réduire la chaîne de propagation de cette maladie. Adama Sanogo pour le point. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre ce 2 décembre 2021 la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. Pour l'occasion, le thème retenu est « Mobilisons-nous pour un Mali sans inégalité et sans sida ». Ce thème plus qu'évocateur nous interpelle tous particulièrement. Il nous interpelle parce qu'il nous demande de revoir comment nous travaillons et de nous demander que pouvons-nous faire ou bien que devons-nous faire autrement pour que le Mali soit au rendez-vous de l'élimination du sida à l'horizon 2030. Ce fut également un lieu pour notre interlocuteur de faire le point du VIH-Sida au Mali. 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique. 90% des personnes séropositives ont accès au traitement et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. L'État malien réitère son engagement d'accompagner les victimes du VIH-Sida, soutient Shogel Kokala Maïga. Le président de la transition, chef de l'État, dans le cadre du programme de soutien aux couches maliennes défavorisées, a décidé 1. D'offrir aux membres du réseau malien des personnes vivant avec le sida un appui alimentaire de vivres et de non-vivres pour une valeur de 30 millions de francs CFA. 2. D'offrir aux femmes vivant avec le sida et à leurs enfants orphelins un appui financier de 30 millions pour le développement et les revolving pour les activités génératrices de revenus des femmes. Le VIH-Sida existe encore bel et bien au Mali. L'épidémie continue de circuler. Les autorités de la transition invitent toujours la population à observer les mesures de prévention conseillées par les agents de santé. Les travailleurs du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré ont procédé ce jeudi 2 décembre 2021 à la mise en place d'un nouveau bureau provisoire de leur syndicat suite à la destitution de l'ancien. Le nouveau bureau provisoire composé de 5 personnes a été validé par le bureau national. El Hadji Malik Guitey pour les détails. Le divorce entre les travailleurs du centre hospitalo-universitaire Gabriel Touré et leur comité syndical est désormais acté. Après un bon moment de désaccord entre les deux parties, les travailleurs du CHU Gabriel Touré ont décidé de changer de direction en destituant l'ancien bureau et en procédant à la mise en place d'un nouveau bureau provisoire pour mener pacifiquement les négociations avec les autorités. Parce que là, on ne se retrouve pas par rapport aux négociations, on n'a pas vraiment la vraie version des choses. Et puis tous les préavis déposés sont contre avis du personnel. Parce que les dernières assemblées l'ont attesté. En fait, ils ont appelé les gens pour dire qu'ils ont des revendications à déposer. On les a dit, bon non, allez-y à table ronde pour négocier. Parce que là, le Gabriel n'est pas dans une situation propice de grève. Cette destitution fait suite à une assemblée générale tenue auparavant et surtout une pétition qui a été largement signée par le corps personnel. Ainsi, le nouveau bureau provisoire, composé de 5 personnes, a été validé par le bureau national exécutif qui a assuré de les accompagner. On va veiller, on va les surveiller, on va les conditions, on va les éduquer. Parce que quand on dit les syndicats, il faut être éduqué d'abord. On va les éduquer en tant que bureau national, en tant qu'exécutif. Et on va aussi leur donner les conseils en attendant avant le renouvellement. Parce que le service ne peut pas rester sans un comité syndical. Le bureau provisoire qui est contre les grèves intempestives veut jouer la carte de l'apaisement. Là où nous sommes,
Nous, on a besoin que le Gabriel avance et non les grèves intempestives qui n'ont pas d'intérêt ni pour les usagers, ni pour nous-mêmes. Parce que nous, on bénéficie des ressources de Gabriel. Si on va en grève, chaque jour que nous partons en grève, on perd 7 à 10 millions. Alors ça n'arrange pas même les contractuels, à plus forte raison, nous-mêmes qui sommes là. Ainsi, il s'engage à entamer dans les jours à venir les démarches avec les autorités pour l'annulation des préavis de grève déjà déposés. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA a tenu ce jeudi 2 décembre 2021 dans ses locaux sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Objectif partagé avec les médias, les informations fiables sur la situation sécuritaire du pays et les interventions des FAMA sur les théâtres des opérations. Aïssata Traoré et Moussa Tembine pour le reportage. Présidée par le directeur de la DIRPA, cette conférence de presse se veut un cadre permettant de créer la confiance entre les forces de défense et les hommes des médias. Dans le cadre d'une évaluation générale de la situation sécuritaire, on peut dire aujourd'hui que les groupes armés terroristes conservent toujours leur capacité de nuisance sur le terrain. Leur effort a consisté à exercer des pressions sur les populations en zone office du Niger, où ils parviennent à créer un climat de délétère, rendant difficile les travaux champêtres et toute entreprise humaine. Pour contenir cette situation, les FAMA sont restés à pied d'œuvre auprès des populations dans les zones de défense sur le théâtre des opérations, en consacrant d'importants efforts pour la fluidité des axes logistiques majeurs et en sécurisant les travaux champêtres. Selon le premier responsable de la cellule de communication de l'armée, le mois de novembre a été marqué par une accalmie quant aux attaques terroristes contre les forces armées maliennes. Cependant, les opérations de sécurisation restent concentrées dans la zone office du Niger. Donc le Frago Keletigi, comme je le disais tantôt, c'est des ordres d'opération qui sont donnés dans une opération globale. Dans le secteur 5 des régions de Ségou se poursuit normalement avec des actions de réassurance des populations dans le secteur de Nioro. Vous voyez que toute l'attention se focalise sur la zone office du Niger et avec des incendies, des récoltes et autres. Le chargé de communication du département de la défense et des anciens combattants, répondant à une question sur le retrait de la force française Barkhane, il a souligné que cette coopération entre l'armée française et les forces armées maliennes est une nécessité. La vision que consiste à dire « nous sommes venus aider le Mali » est exacte. Mais la réalité de la question n'est pas simplement un problème de solidarité, c'est un problème de défense. Donc, ceux qui sont avec nous, ce n'est pas sympathie, pas solidarité pour nous, mais c'est aussi par devoir de contribution à la lutte pour la sécurité internationale. La conférence de presse mensuelle de la Direction de l'information et des relations publiques des armées se voudrait pérenne dans le but de donner la bonne information à l'opinion nationale et internationale sur les activités des forces armées maliennes et leurs partenaires. Une conférence débat a été animée ce 2 décembre à l'hôtel Radisson de Bamako par le Mouvement pour la sauvegarde des droits humains MSDH sous le haut parrainage de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Objectif à accentuer la communication visant à lutter efficacement contre toutes les formes contemporaines d'esclavage. Oumou Makalou, Ibrahima Guindo. La Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage commémore l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949. Pour cette deuxième édition, sous le thème « L'esclavage par ascendance, un frein pour la cohésion sociale », il s'agira de mettre un accent sur la communication afin de combattre de manière efficace toutes les formes d'esclavage. L'objectif de cette journée est d'accentuer la communication visant à lutter efficacement contre toutes les formes contemporaines d'esclavage telles que les traites des êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés.
L'esclavage a évolué et s'est manifesté de différentes manières à travers l'histoire. Le représentant du directeur exécutif de l'Amnesty International du Mali salue l'initiative prise par le ministre de la Justice. Nous sommes très contents aujourd'hui le fait que le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, reconnaît publiquement que la pratique sape les efforts de l'État en matière de protection des droits de l'homme. Là, nous reconnaissons ça aujourd'hui, c'est qui est très bien aujourd'hui. Selon le représentant de la CNDH, le respect des droits humains est une obligation fondamentale pour l'État qui doit s'assumer. Il nous faut garder à l'esprit et l'affirmer partout où besoin sera que le respect des droits inhérents à la qualité d'être humain est une obligation fondamentale à la charge de l'État. De même, l'observance de ces droits s'impose à toute personne, quel que soit le rang qu'elle occupe dans la société. Cet état d'esprit nous permettra de rester engagés afin que les abus et violations graves des droits de l'homme ne puissent demeurer impunis. Distingués invités, ce fléau doit être combattu et le département de la justice s'engage dans le cadre. L'esclavage par ascendance est une pratique dénoncée dans tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme, constitue un phénomène qui sape les efforts de l'État en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans notre pays. C'est pourquoi tout doit être entrepris en vue de le combattre sous toutes ses formes, voire l'éradiquer. Le département de la justice en fera une priorité. L'esclavage n'est pas seulement un vestige du passé, mais une réalité tristement actuelle. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 40 millions de personnes sont victimes du travail forcé à travers le monde. L'esclavage est un terme recouvrant plusieurs pratiques telles que le travail forcé, la servitude pour dette, le mariage forcé et la traite d'êtres humains. Cela implique des situations d'exploitation qu'une personne ne peut refuser ou quitter en raison de menaces, de violences, de contraintes ou d'abus de pouvoir. Le service Orange Money baisse encore ses frais de retrait d'argent. Désormais, les frais sont fixés ainsi. 1% pour les montants entre 0 et 1 million et 10 000 francs CFA pour les montants supérieurs à 1 million de francs CFA. Cette baisse semble apporter beaucoup de soulagement à la population. Siran Douba et Ibrahim Guindo ont promené leur micro justement pour recueillir leur avis. Écoutons-les. Ça a été une très bonne chose. De toute façon, Orange nous range beaucoup. Orange nous range beaucoup parce que si ce n'était pas l'Orange au Mali, ici, là, nous les pauvres, on n'allait pas avoir accès au téléphone. Vraiment, je suis très content de leur diminution de prix de retrait. Vraiment, je suis très content. Ça nous arrange beaucoup même, vraiment. Ça nous arrange beaucoup. Vraiment, ça a été une très bonne chose. Oui, c'est à Djarane. J'apprécie énormément cette réduction. Notre plus grand problème était le coût élevé des tarifs de retrait. Je serais beaucoup plus content s'il réduit davantage les frais de retrait. J'aurais appris que ceci a été possible grâce à la concurrence avec d'autres opérateurs et Orange Money Mali. Nous serons à Douala pour que les clients puissent se la fier au connaît hakilina de quoi. Ah, woni jaranye a jaranya bonyarama parce que fera ko ngacha don. Je suis très contente par rapport à cette baisse de frais de retrait. On avait demandé une réduction auparavant et maintenant le frais de retrait de 1000 francs est à 10 francs. Sinon avant, le coût de retrait nous dérangeait vraiment. Ni ferasi kamao ko gerasi kamate an la fiara dabora an jamana kono mo mun ngama o wa continue ko gerasi fe o kana dablare wala sa doga wanga pirula doro. Maintenant, nous allons parler de l'image du jour consacrée à la vallée sacrée des Incas. La vallée sacrée des Incas, ou vallée de l'Urubamba, est située dans les Andes au Pérou, près de la capitale de l'Empire Inca, Cuzco, à une altitude moyenne de 2800 mètres d'altitude et au-dessous du site sacré de Machu Picchu. La vallée se trouve entre le long de la rivière Urubamba, la rivière sacrée qui a creusé cette vallée et est alimentée par les nombreux affluents qui descendent des vallées et gorges attenantes. Cette zone où l'on parle toujours l'Aymara
et le Kékwa regroupent de nombreux sites archéologiques, bourgades et villages datant de l'époque incaïque. La vallée était particulièrement appréciée par les Incas pour ses caractéristiques géographiques et climatiques et pour sa fertilité. De nos jours, champs de maïs et potagers y prospèrent, alternant avec des forêts fournissant le bois nécessaire pour la région. Elle est en outre un des principaux sites pour l'extraction de richesses minérales du Pérou. Au-dessus de la vallée sacrée se trouve le village troglodyte de Piquincoto, où les salines de Mara sont exploitées par les familles de la communauté paysanne. Village situé sur le plateau qui surplombe la vallée. D'autres communautés comme celle des Kanka et de Pakak, perchées au fond des quebradas adjacentes à la vallée, font aussi partie de ce groupe culturel très distinct parmi les communautés indigènes des Andes de la région. Maintenant, retrouvons Fantadjara pour la page internationale. Le tourisme au Maroc risque de recevoir le coup de grâce après l'annonce brutale de la fermeture des frontières en raison du variant Omicron. S'alarment les professionnels de ce secteur vital pour l'économie du royaume. Khalid Moubarak, secrétaire général de la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc. Nous avons atteint la 3e dose du vaccin et nous avons ouvert les frontières, ce qui nous a permis d'organiser des voyages au Maroc et à l'étranger. Nous étions très optimistes avec l'arrivée du nouvel an, une période qui attire de nombreux touristes au Maroc. Mais cette décision nous a pris par surprise. Nous ne sommes pas contre, mais nous étions au bord de la faillite. Maintenant, on a mis le pied dans la faillite. Hier, certains voyagistes ont vendu des séjours hors du Maroc vers la Turquie, Dubaï et la Omra à des voyageurs qui étaient encore dans l'avion lorsque la décision a été prise. Nous devons maintenant rapatrier ces voyageurs. Les compagnies aériennes ont mis en place des vols spéciaux pour ces voyageurs, mais les prix sont trop élevés et la plupart de ces coûts seront payés par les agences. Si en 2019, les recettes du secteur touristique avoisinaient 80 milliards de dirhams pour 13 millions de touristes, elles avaient chuté de 65% début 2021 à 28 milliards de dirhams selon les chiffres officiels. Les nuitées d'hôtels ont suivi la même tendance en s'effondrant de 25,2 millions en 2019 à 7 millions en 2020, soit une diminution de 72%. Créant un pic des contaminations durant la période des fêtes, le pays le plus peuplé d'Afrique se tourne vers les églises et les mosquées pour lancer une campagne de vaccination de masse. À 52 ans, Mariam a perdu son emploi après le retour des talibans et ne sait comment nourrir sa famille. Elle a glissé dans la pauvreté comme de nombreux Afghans qui vont vers la catastrophe sans aide ou travail pour survivre, a souligné mercredi l'Organisation des Nations Unies. Mariam Razouli, ancienne fonctionnaire et habitante de Kaboul. Aujourd'hui, après une longue période, je suis sortie de chez moi pour faire des achats. Les prix sont très élevés, ça saute aux yeux. J'étais fonctionnaire sous le régime précédent et j'ai perdu mon emploi. Je reste chez moi sans salaire. Mon mari est également malade et sans emploi. J'ai une famille de 8 personnes et chacune d'entre elles a besoin de nourriture et de vêtements. Ils devraient accepter les recommandations de la communauté internationale mises sur la table pour obtenir la reconnaissance internationale. Ils devraient donner aux femmes leurs droits. Ma fille est la première de sa classe en 7e année, mais elle me demande tristement chaque soir quel sera mon avenir. Que dois-je faire? Aujourd'hui, elle est en 7e année, assise dans un coin de la maison et s'inquiète pour son avenir. Farid, un vendeur sur le bord de la route, se prononce. Ils vendent leurs chaufferettes parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Ils sont obligés de les vendre pour acheter de la farine. Tout le monde a besoin de chauffage, mais le problème est qu'ils ont aussi besoin de chauffage. Ils vendent leur chauffage pour acheter de la farine, du riz et de l'huile. Le prix
de tout est très élevé. Ils vendent des articles valant des dizaines de mille d'Afghani pour 2000. Sinon, chaque famille a besoin de chauffage. Haji Dadgoul, président de l'association de la place monétaire. Sur le déblocage des Afghans gelés à l'étranger, il est évident que le commerce, les entreprises, les industries et la fabrication vont prendre et se mettre en marche. L'Afghanistan et ses quelques 40 millions d'habitants ont subi un choc fiscal sans précédent au niveau international, souligne le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans ses perspectives socio-économiques de l'Afghanistan 2021-2022 publié ce mercredi. Par comparaison, il a fallu 5 ans à la Syrie en guerre pour connaître la contraction que l'Afghanistan a subie en 5 mois, explique la directrice du PNUD pour l'Asie et la Pacifique Kani. L'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, son Excellence Bart Ouvry, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé ce mercredi 1er décembre 2021 à sa résidence de Bamako une soirée culturelle autour des manuscrits anciens du Mali. L'objectif de cette rencontre était de faire l'état des lieux des manuscrits et proposer des pistes à suivre pour la préservation et la valorisation de ces précieux documents. Youssouf Kone et Bakora Banyare pour le reportage. Patrimoine culturel et islamique du Mali, voire de l'Afrique et de l'humanité entière, les manuscrits du Mali ont fait l'objet de pillages et de destructions à la suite de l'éclatement de la crise au nord du Mali en 2012. Aujourd'hui, le défi majeur est de converger les ressources pour la préservation et la valorisation de ces manuscrits. Et l'Union européenne, à travers sa représentation au Mali, ne compte pas rester en marge de ces actions. Ce soir, nous avons réuni le ministre de la Culture avec nos amis de l'UNESCO et beaucoup de membres d'un comité international et aussi des experts de la question des manuscrits et particulièrement aussi des artistes maliens. Notre volonté, c'est de réunir tout le monde pour réfléchir comment faire pour non seulement conserver les manuscrits, mais aussi les faire vivre. En réunissant les gens, que les idées viennent. Je crois qu'ici, nous avons vu les 3 priorités, conservation, éducation et puis faire vivre les musées, distribuer et même inspirer une littérature. Et donc, dès que les idées sont là, ça permet de réunir les experts et puis de trouver des moyens, bien entendu, et d'y aller, de travailler. Au cours de cette soirée, les différents participants ont fait des propositions pour la préservation et la sauvegarde des manuscrits. Les défis de la numérisation, la traduction et l'exposition des manuscrits au Mali et hors de nos frontières ont été, entre autres, les recommandations fortes de la rencontre. Je salue vigoureusement l'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence M. Bart Ouvry, pour l'initiative de ce cocktail dînatoire. Ce cocktail dînatoire a été l'occasion pour échanger sur les enjeux des manuscrits, enjeux portant sur les nombreux défis auxquels sont confrontés ces manuscrits, à savoir les défis de la préservation, de leur sauvegarde, mais également le défi de la valorisation, mais aussi les défis de l'exploitation des contenus de ces manuscrits. Engagé depuis des années pour la préservation et la valorisation des manuscrits, l'ONG Savama salue cette initiative de l'Union européenne qui est une première au Mali, au dire des responsables de l'organisation. C'est une belle initiative, très importante. Pour moi, c'est une première au Mali même, que nous nous retrouvions comme ça, autour des manuscrits anciens, et évoquer l'importance de ces manuscrits et aussi demander qu'on se mobilise en faveur de ces manuscrits. C'est une première, c'est une belle première. Selon des statistiques de l'ONG Savama, 511 032 manuscrits ont été localisés à travers le pays et leur sauvegarde reste aujourd'hui l'enjeu majeur pour le Mali et ses différents partenaires. La visite d'une exposition des manuscrits a bouclé la soirée. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Et prenez soin de vous. Joliba Evening News.